vidéo, nous allons résoudre l'exercice 2, qui est d'écrire un programme C qui permet de lire en entrée un entier, constitué de 3 chiffres et d'afficher celui-ci inversé. L'exemple, si l'entrée est 123 et on affichera 321. Cet exercice est assez simple, mais peut paraître très compliqué. Mais pour le résoudre, il faudrait juste comprendre certaines notions de base qui vous permettra de pouvoir comprendre et de résoudre cet exercice. Avant tout, pour commencer, on doit comprendre la différence entre les entiers et les réels. Les entiers, ce sont des int, ce sont des nombres qui peuvent être positifs ou négatifs, mais des nombres qui ne comportent absolument pas de virgule. Un entier, c'est 1, un entier, c'est 2, un entier, c'est 3, un entier, c'est aussi moins 1 et c'est aussi moins 2, par exemple. Mais il ne comporte pas de virgule. Donc, cette virgule, c'est pas 1,2, mais c'est simplement 1, 2 peut être aussi moins 1, peut être moins 2, mais ne comporte pas de virgule. Et maintenant, les réels, ce sont des entiers qui peuvent être positifs, qui peuvent être négatifs, mais qui comportent une virgule. Cette virgule, dans le programme, quand vous écrivez du code, vous ne mettrez pas une virgule comme une virgule qu'on connaît, mais un point pour que la machine puisse comprendre de quoi il s'agit. Donc, 1,5 est un réel, tout comme au moins 1,5 est un réel aussi. Donc, une fois que vous avez compris ces deux, qu'est-ce qu'un entier, qu'est-ce qu'un réel, et pour pouvoir déclarer des variables entières, on utilise simplement le mot int. Et pour déclarer des valeurs des variables réelles, on utilise simplement le mot float. Et maintenant, pour pouvoir les entrer dans le programme et les sortir, donc les sorties sont des fonctions qui permettent d'afficher, comme le premier exercice dans la vidéo précédente, elle permet d'afficher, c'est la fonction printf. Et aujourd'hui, nous verrons certainement une nouvelle fonction qui est la fonction scanf, qui est une fonction, elle est une fonction d'entrée. Elle permet d'entrer des valeurs dans un programme. L'utilisateur peut donc écrire quelque chose pour qu'un calcul puisse être exécuté. Donc, pour commencer, les fonctions printf, comment est-ce que ces fonctions fonctionnent? C'est comme ce que nous avons vu dans l'exercice 1 de ce programme. Il faut simplement mettre les guillemets ici et ce qui doit être affiché doit être mis là. Et donc, pour pouvoir afficher un entier, dans l'exercice 1, nous avons affiché un mot qu'on utilise déjà, c'est le mot bonjour. Mais il est question d'afficher un entier qu'on ne connaît pas à l'avance. Et pour ça, on sait que cet entier est un int. Et donc, il y a une solution pour ça. Pour afficher un int, il y a ce qu'on appelle un identificateur qui est le pourcentage suivi de la lettre D. Cela nous permet de signifier au programme qui va afficher une variable qui comporte un int, qui comporte un entier. Et pour finir, on met une virgule juste après les guillemets. Tout ce qui sera affiché se trouve dans les guillemets. Juste après les guillemets, on met le nom de notre variable. Si notre variable, c'est la variable i, qui est elle-même un int, qui vaut 3, alors ici, on mettra simplement i pour signifier que nous voulons afficher un, un entier qui est simplement, nous voudrons afficher un entier qui est simplement 3. Point virgule ici. Et donc, le programme, lui, affichera donc bel et bien un 3 dans la console. Et donc, c'est comme ça que fonctionne un programme, du moins la fonction print. Et pour afficher donc un réel, on n'a besoin du même identificateur qui est d'abord le pourcentage, sauf que cette fois-ci suivi d'un f. Si on a une valeur qui est un int, par exemple, on va prendre donc un float ici, définir un float, j égale à 3,5, et qu'on mettait l'identificateur ici, donc dans la même fonction print, là ce sont les guillemets, ici aussi c'est la même fonction print, et donc la valeur affichée c'est donc ici un j. Et le programme, lui, affichera le point qui se situe ici.
Et donc, le programme, lui, affichera 3,500 000. Donc, les chiffres après la virgule ne sont pas comptés. On voit donc 3,5. Mais les chiffres seront automatiquement rajoutés par le programme parce qu'il s'agit d'un float. Et il varie avec 6 à 7 chiffres après la virgule. Et donc, ces zéros apparaîtront bien après, bien que vous écrivez 3,5, ils s'afficheront avec un 3,5 et quelques zéros après. Et maintenant que nous savons comment faire entrer un entier et une variable float, un réel, passons maintenant à la fonction scan, à son fonctionnement, comment est-ce qu'il fonctionne. La fonction scan a presque la même syntaxe que la fonction print. Ici, entre les guillemets, nous mettrons l'identificateur qui est un D pour les entiers. On ferme. Et là, sauf qu'à la place de mettre simplement un I pour un entier simple, on mettra aussi le E économique, celui-ci, pour indiquer l'adresse où se trouve la variable. Parce que une variable, c'est une adresse, et pour indiquer où est-ce que la fonction ira mettre cette valeur, donc où se trouve cette variable, il faudrait que le programme lui trouve, et donc cette variable lui attribuera donc la valeur que nous voudrons donner. Et ici, on met le E suivi du I et des points virgule. Ce qui veut dire que ici, l'utilisateur a droit à une valeur qui sera attribuée au I, mais pour cela, il faudra que le programme se serve de cette adresse-là grâce à ce et ici pour pouvoir retrouver l'emplacement de la variable qui est dans la mémoire pour pouvoir lui attribuer la valeur que nous allons donner grâce à la fonction scan. Et c'est à peu près la même chose avec, les réels. Parce que ici, pareil, il faut simplement un F. Et là aussi, on donne l'emplacement, donc où se trouve la variable, suivi d'un J, et les valeurs seront, donc voici les fonctions d'entrée et les fonctions de sortie. Maintenant que tout cela est connu, on passe directement à la résolution du problème lui-même. Comment est-ce qu'il faut le comprendre et comment est-ce qu'il faut le résoudre? Le problème demande de inverser un entier à 3 chiffres. Donc, un entier à 3 chiffres, il va falloir l'inverser. Et pour pouvoir réussir à comprendre comment inverser cela, on va devoir voir la différence entre ce nouveau symbole qui s'appelle le modulo et la division. Ceci est la division comme nous l'avons appris dans les classes au collège ou au lycée par exemple. Ceci correspond à simplement à 3 divisé par 2 par exemple, c'est cette barre de division, alors que ceci, ce n'est pas forcément la même chose. Elle signifie une division, mais une division assez différente parce qu'elle reprend le reste d'une division. Donc, ceci nous donne 1,5 qui est en réalité le quotient de la division. Nous avons un dividende, un diviseur, et ici un quotient qui est le résultat. Et celui-ci permet de retrouver ce qu'on peut appeler par le reste d'une fonction, le reste d'une division. Et ici, au lieu d'obtenir ce résultat final, on essaie de comprendre qu'est-ce que ce reste. Ce serait diviser 3 par 2, on circule une fois, on met 2, le signe moins, et on retrouve ce 1 là. Et ce 1, c'est ça qu'on appelle par le reste de la fonction. Donc ce modulo reprend le reste d'une fonction. Et un autre point qui nous permet de faire cet exercice, c'est le modulo de 10. Le modulo de 10, lui, nous permettra de reprendre donc la dernière valeur d'un nombre, par exemple. Si vous prenez la valeur dont on doit retourner 123, et vous lui faites un modulo de 10, 123 modulo 10, ce qui donnera en théorie 123 divisé par 10. Et nous allons essayer de reprendre le reste. On commence par les deux premiers chiffres qui fait 12. Il est une fois 10. Il reste 2. Et donc, on abaisse le 3 ici. Et il est encore 2 fois, ce qui fait 20. Et c'est égal à 3. Et ici, on vient de reprendre la dernière valeur. Donc, on vient ici de reprendre ce 3 ici, qui correspond à la dernière valeur ici. Et il va forcément rester 12.
si on peut s'arranger à comprendre, c'est que on peut enlever le 3. Et si on trouvait un moyen de prendre encore le 12 et de le faire encore 12 modulo de 10 pour voir un peu ce qui donne 12 encore une fois par 10. Et là encore, il est une fois simplement, ça fait 10. Il va rester 2 et 2 ici et encore une fois. Donc, ici, on a 3. J'avais cela, ça nous fait un 3. Et ici, il nous reste donc un 2. On est presque arrivé. Et on reprend encore ce 1 parce que le 2, on suppose qu'il disparaît. Il nous reste un 1. Et ici, 1 par 10, il est absolument 0 fois. Et il faut 0, ce qui fait 0. 1 moins 0, ça fait 1. Et ce qui veut dire que le 1, et donc le reste, il va donc nous rester un 1 ici. Et donc, grâce au modulo, le modulo de 10 permet de récupérer la dernière valeur d'un nombre, peu importe le nombre. Et une fois qu'on a fait le modulo 10, on peut donc, dans ce résultat, on peut donc récupérer donc cette dernière valeur. Et on sait que nous devons modifier un nombre à 3 chiffres. On sait qu'il y aura au départ 3 chiffres. Selon l'exercice numéro 2, le nombre entré aura 3 chiffres. Alors, sachant le nombre à entrer, on peut déjà essayer de s'imaginer une procédure à faire, comment on peut s'arranger à faire. Et pour ça, pour résoudre donc cet exercice, on va donc définir 3 variables. Essayer de faire un petit algorithme. Comment est-ce qu'on peut résoudre cet exercice? Avec 3 variables. On les a définies, on les a déclarées sans les initialiser. À ce niveau, ce n'est pas tellement grave. Ici, nous avons besoin d'entrer la valeur A. Il faudrait que la valeur A soit rentrée parce que à l'intérieur du programme, il est mis nulle part. Donc, on commence donc avec la fonction scan. Ici, je ne vais pas tout expliquer parce qu'il y aura un temps pour ça. Donc, le scan, ici, va donc prendre la valeur de A. Et donc, c'est comme ce que nous avons fait ici. C'est quand le 123 arrive de façon en chiffre. C'est ce A-là. Et donc, pour pouvoir continuer, nous savons que ce A va subir différentes divisions par modulo. Donc, nous allons chercher son reste. Donc, pour pouvoir conserver cette valeur de départ, on va simplement donner à C la valeur de A dès le départ. Donc, C vaudra maintenant la valeur de A. Et on continuera donc à utiliser la variable B pour pouvoir récupérer tous les changements, tous les modulos. Pour commencer, si on écrit simplement B égale A modulo de 10, on est sûr de récupérer la valeur 3 ici. Et si on récupère la valeur 3, on aura pensé que c'est un entier à 3 chiffres, alors il doit y avoir 3 chiffres qui doivent se suivre. Et pour pouvoir résoudre ce problème, pour que après qu'on ait récupéré la première valeur de 3, qu'on puisse récupérer d'autres valeurs, on va donc ajouter à cette valeur la multiplication par 100. Une fois multiplié par 100, on a le 3 qui va ensuite prendre 3 zéros qui deviendra 300. Le 3 prend 3 zéros et ici, le 3 prend la valeur de 300. Et ensuite, on continue encore manuellement en divisant donc le A par 10. Une fois le A divisé par 10, ce qui veut dire que la division par 10 va simplement reprendre donc, le résultat ici, le 12. Parce que ceci est le diviseur et le quotient. Divisé par 10, c'est retrouver ce 12. Et la division par modulo, c'est simplement reprendre ce reste qui est 3. Donc la division par 10, elle va nous donner ce 12. Ce qui veut dire qu'à ce niveau-là, A aura la valeur de 12. On va continuer l'opération en récupérant donc cette première valeur-là, qui est déjà notre 3. B égale B plus, une fois de plus, nous allons encore récupérer encore ce résultat. Donc, nous allons encore refaire cette opération qui est A modulo de 10 et tout. On va donc multiplier ici par 10 et tout ceci aura la valeur de 20.
Et là, on aura donc la valeur de 20. Pourquoi par 10? Parce que si on multiplie par 100, on aura 200, ce qui fera 500 à la place d'ici. Le résultat obtenu, c'est 320. À ce niveau, nous avons 320, ce qui veut dire qu'il reste encore une étape. On peut encore diviser le A, donc qui est égal encore une fois par 10, de reproduire cette opération-ci. Ici, le A vaut 12. 12 divisé par 10, ce qui fait 1, il reste 1. Et encore une dernière fois, c'est B donc à la valeur de 320. Donc B égale encore à B plus simplement CA, cette dernière valeur. Le B vaut 320 et le A vaut 1. Le résultat sera donc 321. Et donc, de cette manière, on peut inverser autant de variables qu'on veut qui comportent seulement 3 chiffres, parce que ce sera le même schéma pour une variable qui ne contient que 3 chiffres. Passons maintenant à l'éditeur de code pour pouvoir mettre tout cela en pratique. Commençons par définir donc 3 variables, comme on l'a fait avec notre algorithme A, B, C. On va afficher donc une phrase pour que ce soit simplement plus beau. Sinon, ce n'est pas obligé d'afficher quelque chose ici. Déjà, on donner un entier de 3 chiffres. La fonction d'entrée que nous avons vue, c'est la fonction scan. On applique la syntaxe, un entier qui est D. Et ici, le nom de l'entier à rentrer, on va faire entrer donc A, mais sans oublier de lui remettre l'adresse de A pour qu'elle puisse bien insérer la valeur à cette adresse-là. Ici, nous allons conserver la valeur de A dans C. C'est juste pour pouvoir l'afficher au début et à la fin, juste pour pouvoir faire cette tendance-là. Sinon, il aurait été possible de le faire sans le C, bien qu'avec le tableau, on l'a fait avec le C, mais il aurait été possible de le faire bien sans le C. On commence à manipuler donc la variable B. On commence par trouver le modulo de A. A ici sera donc la valeur de tout réel qui sera entrée grâce à la fonction scan. Un modulo de 10 donc, nous donnera donc la dernière valeur qui sera simplement multipliée par 100. Et ensuite, une fois qu'on a cette valeur, on va donc diminuer A d'une valeur en le divisant par 10. Diviser par 10, c'est reculer la virgule d'un côté, ce qui fait que comme c'est un entier, les entiers ne comptent pas cette virgule, donc il va annuler et la virgule et l'entier qui viendra après. En réalité, diviser 123 par 10 donne 12,3. Et comme c'est un programme où il respecte la variable qui est définie en int, il sait que c'est un int et le int n'a pas droit à une virgule, donc il anéantira donc et la virgule et le 3. Ce qui fait qu'il gardera que 12. Et une fois qu'il nous reste deux chiffres, on peut donc reproduire la même opération qui est B égale, toujours avec le modulo de 10, ensuite qui sera multiplié par 10. Pourquoi par 10? Parce que si on multipliait, comme on a vu, si on multipliait par 100, on aurait 200. Ce qui ferait 200 et 300, ça fait 500. On est loin du résultat qu'on attend. C'est une multiplication par 10 ici. Et encore une fois, on reproduit donc cette division de A par 10 pour récupérer le dernier entier. Et à présent, il ne reste qu'une seule valeur dans A. Et cette valeur qu'on va simplement rajouter, qui est la valeur de l'unité. Et pour ça, on va afficher donc la sortie pour voir comment est-ce que le programme va s'afficher à la sortie. On écrit le nombre. Le nombre inversé est maintenant, nous allons donc voir tout ce que nous avons vu revenir sur ça. Ici, nous avons l'identificateur D et l'identificateur D. Ceux-ci ne sont que des mots, donc des phrases qui seront simplement affichées du fait qu'ils se trouvent dans les guillemets. Or, ici, ça veut dire que là, on donnera une valeur de quelque chose. Mais la valeur de quoi, donc, elle se met après la virgule pour signifier que la première variable sera donc celle du premier identificateur.
Donc, qui est ce modulo de D ici, donc ce pourcentage de D, ce qui revient à écrire ici. Ce qu'on veut écrire, c'est qu'on écrit la valeur avant qu'elle soit inversée et la valeur après qu'elle soit inversée. C'est la raison pour laquelle nous avons conservé ce C ici. Donc, on affiche premièrement le C, ensuite on affichera donc le A. Et de cette manière, on est sûr qu'on commencera par la valeur qui est gardée dans C sera affichée et ensuite son inverse donc sera affiché ici. Donc ce n'est pas le, excusez-moi, mais c'est le B. C'est le B et le C qui seront affichés. Et on peut lancer pour voir. On demande d'entrer un réel à 3 chiffres. On va rentrer 123 pour vérifier si tout cela marche bien. Et donc voilà, le nombre 123 inversé est 321. On peut essayer avec une autre valeur qui est 548. Et le nombre inversé sera 845. Et donc, voilà un peu pour cet exercice 2, pour la façon la plus simple de résoudre avec un entier à 3 chiffres. Mais là aussi, un problème se pose, c'est que si on essaie d'inverser un nombre de plus de 3 chiffres, comment sera donc cette opération et comment est-ce qu'on peut donc inverser cet entier de 3 chiffres, de plus de 3 chiffres, pardon, parce que si on n'a que 3 chiffres, on sait, on peut connaître à l'avance le nombre de fois qu'il faut répéter cette opération-là. Mais s'il arrivait qu'il y avait plus de 3 chiffres, alors par exemple un nombre de 10 chiffres, il sera difficile de refaire cette opération pendant 10 fois. Donc de revenir à chaque ligne et de modifier le nombre de fois qu'il faut multiplier la valeur divisée par 10, son modulo, donc son reste, comme par combien il faut le modifier pour récupérer la première valeur, pour récupérer la deuxième, la troisième et ainsi de suite. Donc pour répondre à ce problème, il y a donc une solution qui est aussi simple, ce sont donc les boucles. On peut utiliser une boucle qui va donc répéter ce travail pour nous, pour pouvoir nous permettre de récupérer un entier de plus de 3 chiffres. Et ce sera aussi plus facile à faire, et même mieux encore, plus simple à réaliser avec des boucles. On n'aura pas à reproduire manuellement chaque répétition, mais simplement à donner une instruction que l'ordinateur va lui-même exécuter.